Allez-y, c'est Bonsoir très, à très tous. bien. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux, les enfants, les plus grands, pour vous enthousiasmer sur la science et l'espace. Alors ce soir, avec Jean-Philippe, nous allons essayer de vous faire partir à la quête du temps, qui a été une formidable aventure durant les derniers siècles, au carrefour entre justement la science, l'innovation technologique et depuis quelques décennies, l'aérospatiale. Alors pour vous faire comprendre l'importance des mesures du temps dans notre vie de tous les jours, nous allons faire le parallèle entre les systèmes de positionnement que vous avez aujourd'hui dans vos téléphones portables ou dans vos voitures, l'horloge que vous voyez de temps en temps quand vous étiez plus jeune chez votre grand-mère, l'horloge à balancier, et puis la mécanique quantique et les horloges atomiques. Quel programme! Quel programme! Tu me fais peur là, attention. Alors on va commencer avec une histoire. En 1707, le 22 octobre 1707, les marins britanniques reviennent d'une bataille navale. En fait, ils ont été prêtés main forte à leurs amis autrichiens pour détruire la marine française à Toulon. Donc en octobre 1707, ils veulent rejoindre leur vieille Angleterre natale et ils vont devoir faire une route entre le détroit de Gibraltar et l'Angleterre. Une route qui dure environ un mois et ils vont essuyer un temps catastrophique pendant cette traversée. De sorte que les marins vont dériver de la route initialement prévue. Ils devaient arriver vers Portsmouth, c'est au sud de l'Angleterre. Et le 22 octobre, ils entrent dans la Manche. Ils se pensent à peu près arriver à bon port. Pas de chance, ils vont aller s'écraser, s'échouer sur les rochers des îles Scilly, qui sont situées à 60 km au sud-ouest de l'Angleterre. Il y a 2000 marins qui périssent, et c'est un des plus gros désastres de la marine britannique. Alors pourquoi les marins ont été s'échouer là-bas? Tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas bien leur position en mer après un mois de navigation. À l'époque, on ne disposait pas de cartes aussi précises qu'on a aujourd'hui. En ouvrant Google Maps, aujourd'hui, on peut avoir une cartographie très propre des environs. Et à l'époque, il n'y avait pas de carte aussi précise, Jean-Philippe. Pas de carte comme ça. Il n'y a pas de carte. Pas de carte et il n'y a pas de système de positionnement par satellite. Alors comment on fait? On va utiliser quelque chose que vous avez probablement déjà expérimenté si vous avez voyagé dans des pays lointains, c'est le phénomène du décalage horaire. Quand vous regardez le soleil qui est en haut dans le ciel, à midi à Paris, il n'est pas à midi en haut dans le ciel quand vous allez à New York. Il est en haut dans le ciel à peu près à 7 h du matin. 7 h du matin, 5 heures de décalage horaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez le soleil dans le ciel et que vous regardez votre montre, vous pouvez savoir si vous vous êtes déplacé plutôt vers l'ouest ou plutôt vers l'est. Et c'est ça que les marins voulaient utiliser à l'époque pour se positionner. Il y a deux ingrédients dans cette mesure. Il faut correctement pointer le soleil et il faut avoir une horloge qui ne dérive pas entre le moment où vous êtes parti du port, en l'occurrence Gibraltar à l'époque, et le moment où vous faites votre observation dans le ciel. Alors on est des scientifiques, on aime bien donner quelques chiffres. Si on fait 4 secondes d'erreur sur son horloge, on va faire une erreur de position qui est une unité des Anglais. 1 000 nautiques, ça fait à peu près 1,8 km. Ah bah très bien, merci. Alors, suite à ce désastre, la couronne britannique a décidé de délivrer un prix de 20 000 livres. À l'époque, c'était une somme considérable, à peu près 4 millions d'euros aujourd'hui, à la personne qui trouverait un moyen de déterminer précisément sa position en mer, à 30 km près. Et la personne qui a remporté ce prix, c'est un ébéniste horloger qui s'appelle John Harrison et qui a fabriqué ce que vous voyez sur l'écran ici, un chronomètre de marine capable de garder le temps en mer quand on faisait une navigation pendant un mois. Alors, ce n'est pas une anecdote si petite. Grâce à ce John Harrison, les Anglais ont pu avoir une suprématie du point de vue naval pendant de longs siècles et c'est en partie pour ça qu'ils ont pu s'étendre si loin sur la planète. Alors ce système de positionnement par satellite, à l'époque, n'était pas très performant, mais aujourd'hui, on utilise ce que vous avez dans vos voitures, un système de positionnement par satellite. On appelle ça GPS souvent, mais on aime bien être chauvin, Jean-Philippe, quand même. Ah oui? On devrait être européen même et appeler ça maintenant Galileo. Galileo. Ah, mais le G, c'est pas pour... Attention, c'est pour autre chose, le G. Donc GPS, c'est pas Ah, Galileo. ça, c'est pour autre chose, certes. Et alors, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est tout simplement les systèmes globaux de positionnement. Comment fonctionne un système de positionnement? C'est relativement simple. Vous avez des satellites dans le ciel qui sont à peu près à 24 000 km d'altitude,
qui vous envoie des ondes électromagnétiques, de la lumière, et on va simplement mesurer le temps que met la lumière pour partir du satellite et arriver jusqu'à nous. Ça fait à peu près 80 millisecondes, une fraction de seconde. Si on fait une erreur sur la durée de propagation, eh bien, on va faire une erreur importante sur le positionnement. Plus précisément, si on fait une erreur d'1 seconde avec notre horloge dans le satellite, l'erreur de positionnement, c'est 300 000 km. Ça va être difficile d'arriver à Stars Up. Là. Il faut se rendre compte que c'est à peu près la distance Terre-Lune. Voilà, à peu près. Un petit peu moins. On a plutôt envie, ça c'est Jean-Philippe qui m'a donné le conseil, d'être positionné avec 30 cm d'erreur. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça veut dire que l'erreur, c'est combien du coup l'erreur de synchronisation des horloges là qu'il nous faudrait pour ça? Donc le triple décimètre, en fait, on devrait plutôt l'appeler la nanoseconde lumière. Donc c'est une nanoseconde. En nanoseconde, ça veut dire 1 milliardième de seconde. Pour aller d'un bout à l'autre de la règle, pour la lumière, il lui faut 1 milliardième de seconde. Mais alors on va faire ça, là 1 milliardième de seconde, ça il va falloir le faire. Et c'est ce que vous avez aujourd'hui depuis même 30 ans dans les satellites GPS. Alors comment on va réaliser ça? On va fabriquer une horloge atomique. Mais avant de vous expliquer une horloge atomique, je vais d'abord vous expliquer comment on fabrique une horloge qui ressemble beaucoup au pendule à balancier que vous aviez chez vos grands-parents, qui était très joli, mais il ne donnait pas forcément l'heure exacte. Alors j'ai besoin de mes deux mains pour ça. Une horloge, ça consiste à observer un phénomène périodique, c'est-à-dire un phénomène qui se reproduit tout le temps à l'identique. Ce qu'on peut utiliser pour ça, c'est un pendule simple. C'est ce que j'ai fait de manière assez simple ici, en utilisant de la pâte à fixe empruntée aux enfants, attachée à une corde de ficelle qui fait 1 mètre. Alors je vais vous proposer de challenger le speaker là, à ce moment-là. On va faire une expérience ensemble. Vous allez prendre vos chronomètres, vous les avez soit sur vos montres, soit sur vos téléphones. Et je vais faire l'expérience, je vais lâcher le pendule à ce niveau-là. Il va osciller entre cette position et cette position, et on va compter ensemble les oscillations. Donc l'exercice, c'est, je vous dis, prêt, feu, go. Je lâche mon pendule, je vais compter 10 oscillations, et on va voir si ça fait 10 secondes sur vos chronomètres. Ce qu'il faut, c'est que vous vous arrêtiez vos chronomètres quand je dis stop. Vous êtes prêts? Alors prêt, feu, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Alors, est-ce que vous avez tous 10 secondes? Il y en a qui ont peut-être 10,5 secondes. Si vous avez 7 secondes, c'est que vous n'êtes pas parti au go, je pense. 9,90 ici. 9,90. Alors déjà, on a été bien synchronisé et ça veut dire que le pendule est pas trop mal, le pendule des enfants. Là. Alors, 9,90, on fait quand même 1/10 de seconde d'erreur. On ne va pas se positionner au centimètre près avec ça. Alors, le problème de cette définition de la seconde avec ce pendule, c'est qu'il y a un problème d'universalité. Vous voyez, on n'a pas tous la même longueur de pendule. Si vous faites cette expérience dans votre garage, vous allez avoir une longueur légèrement différente, d'1 centimètre par exemple. Ça veut dire qu'il y aura une petite fraction de seconde de différence, et ça, ce n'est pas une bonne horloge. Pour faire une bonne horloge, on a besoin d'un phénomène universel. Et ce phénomène universel, il est donné par les atomes. Alors un atome, vous savez peut-être ce que c'est ce qui compose toute la matière, notre corps, l'écran ici, la chemise de Jean-Philippe. Et un atome de carbone ou d'hydrogène, c'est le même partout sur Terre, que vous soyez à New York ou à Paris. Donc l'idée, c'est de faire une horloge qui utilise les propriétés universelles de ces atomes. Alors vous voyez sur l'écran, là, ça c'est la représentation simple d'un atome, avec au cœur un petit noyau, et sur les côtés, un électron qui tourne. Il peut tourner proche du noyau, dans ce cas-là, il tourne vite, ou un petit peu plus loin du noyau, et dans ce cas-là, il tourne plus lentement. Et ce qu'on va faire, c'est une horloge qui va faire changer l'électron d'orbite. On va le prendre d'une orbite où il tourne vite à une orbite où il tourne un peu moins vite. Quand on dit qu'il est sur l'orbite extérieure, il tourne à peu près 1/10 milliardième de fois moins rapidement par seconde. Et c'est ce qu'on va vouloir détecter. Alors la question, c'est comment on peut faire pour le faire changer d'orbite? Alors pour ça, on va utiliser de la lumière à nouveau. J'envoie, pouf, une petite particule de lumière, et quand la lumière va interagir avec l'électron, elle va le faire sauter d'orbite. Alors on va refaire la manip ensemble. J'ai mon atome avec l'électron qui tourne, je lui envoie mon photon, et l'électron se retrouve sur une autre orbite. Il tourne un petit peu moins vite, et j'ai pu comme ça réaliser
mon horloge atomique en comptant les oscillations, les tours de l'électron autour du noyau. Alors grâce à ça, ça nous donne une horloge très précise, très stable, qui va battre tout le temps de la même manière. Et aujourd'hui, les meilleures horloges qu'on réalise, par exemple à l'Observatoire de Paris, vont faire une erreur qui est seulement 1 seconde sur l'âge de l'univers, 13 milliards d'années. 13 milliards d'années, Jean-Philippe. Tu ne penses pas qu'on est dans l'air du temps là avec notre horloge atomique ? Alors 13 milliards d'années, c'est difficile de réaliser ce que ça veut dire déjà. Je ne sais pas si vous avez une idée de cette durée de temps. Il faut savoir que notre planète, notre système solaire a environ 4,5 milliards d'années, donc à peu près un tiers de l'âge de l'univers. Et donc c'est vraiment une fraction infime de temps. Et c'est vraiment la limite ultime de ce que l'on peut mesurer. Alors c'est vrai que moi je suis physicien théoricien, je suis très heureux d'être là ce soir parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu et pourtant j'ai fait ma thèse de l'autre côté de ce mur-là à l'Observatoire de Meudon dans un département d'astrophysique relativiste et de cosmologie. Donc je suis spécialiste de relativité générale et de cosmologie. Et en physique théorique, donc vous voyez déjà, j'ai pas de transparent, j'ai rien à vous montrer. Peut-être j'aurais pu amener quelques équations et ça aurait été un petit peu rébarbatif. On essaie de se poser la question de savoir finalement comment est-ce qu'on forge, comment est-ce qu'on crée nos représentations du monde. Tu as parlé de matière, qu'est-ce que c'est que la matière? On a parlé de l'espace, qu'est-ce que c'est que l'espace? Qu'est-ce que c'est que le temps? Et vous voyez, ce sont des questions qui parfois sont à la frontière avec les questions qu'un philosophe pourrait se poser, mais il y a une petite différence que je vais essayer de vous expliquer. Alors bien sûr, quand je discute avec des collègues comme Rémi, moi je suis toujours stupéfait de la précision avec laquelle vous êtes capable de faire ces mesures, de repousser les limites de l'expérience en termes de précision. Ça, c'est la première chose dont tu as parlé. Et puis de stabilité, parce que cette précision, il ne faut pas la garder pendant quelques minutes, il faut la garder pendant des grandes échelles de temps. Vous savez que ce sont ces horloges atomiques de l'Observatoire de Paris qui fabriquent le temps national. Donc, si vous appelez l'horloge parlante ou si vous regardez sur vos montres, ce sont ces horloges atomiques qui gardent le temps. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait en France, que chacun des pays fait. Et puis, au Bureau international des poids et mesures, on fait ce temps universel sur lequel on s'accorde tout. Et ce temps est important parce qu'on va vouloir synchroniser des événements à travers la planète. La question qui se pose, tu as fait balancer un petit pendule, on a une montre, on a tous une représentation un peu intuitive du temps. On a l'impression que le temps, c'est quelque chose d'assez naturel, c'est ce qui passe. Cette représentation, pourtant, elle ne coule pas du tout de source. Il faudrait être capable de définir ce que c'est que le temps. Parce que si on dit qu'une montre mesure le temps, si on ne sait pas ce que c'est que le temps, on est un petit peu dans la colle, je vais dire. Et donc, il va falloir se poser cette première question. Qu'est-ce que mesure une montre? Si je prends 2 montres, est-ce qu'elles mesurent le même temps? Tu as parlé de M. Harrison. On a mis son horloge dans un bateau. Ce bateau s'est déplacé. Il est revenu. Est-ce que la durée mesurée par les horloges qui étaient restées à Londres et celles qui étaient dans le bateau étaient identiques? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une différence ou est-ce qu'il ne doit pas y avoir de différence? Vous voyez, des questions qui coulent de source. Et il est vrai qu'intuitivement, on aurait envie de dire dans la vie de tous les jours, si on a synchronisé nos montres, si on va faire nos courses et qu'on revient, ou on part en vacances, on revient, si ce sont de bonnes montres, elles doivent rester synchronisées et donc la durée écoulée entre nos 2 rencontres doit être strictement la même. Ça, c'est l'intuition. Alors cette intuition, il a fallu la formaliser mathématiquement. C'est là où j'ai besoin de mon papier parce que je n'ai pas de mémoire et j'ai pris une citation. Ouais. Je voulais vous lire un petit texte. Il a fallu la formaliser, il a fallu se dire, il va falloir essayer d'en faire une représentation un peu mathématique de cette chose-là. Et le premier à se rendre compte de ça, et à l'expliciter, mais vraiment de façon très très claire, c'est Isaac Newton, donc le grand Newton, le père de la gravitation universelle, qui en 1687, dans l'introduction de son livre « Les principes mathématiques du monde », les Principia, décrit la chose suivante. On va essayer de faire une explication de texte, le bac est passé, tout ça, donc on a le droit. Il nous dit les choses suivantes. Les termes de temps, espace, lieu et mouvement sont connus de tous. Vous êtes d'accord avec Newton jusqu'à là? Ils sont connus de tous. On les utilise dans notre langage courant, dans notre vie courante. Mais il faut remarquer que pour n'avoir considéré ces quantités que par des relations à des choses sensibles, on est tombé dans plusieurs erreurs. Alors là, il nous dit, faites attention. Vous avez fait des mesures avec votre pendule. Galilée nous a raconté l'histoire de ce pendule qui balance. On a mesuré des distances. Mais en n'ayant pas réfléchi à ce qu'étaient ces quantités, l'espace, le temps, le mouvement, on est tombé dans des erreurs. On a essayé finalement de savoir ce qu'étaient ces concepts à partir de mesures, mais ce n'est pas suffisant. Et il rajoute, pour les éviter, donc pour éviter ces erreurs, il faut distinguer le temps, l'espace, le mouvement, en absolu et relatif, vrai et apparent,
mathématique et vulgaire. Alors là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous comprenez ce que dit Newton. Il vous dit qu'il y a deux choses. Il va y avoir le temps qui est cet objet abstrait, mathématique, qui va rentrer dans mes équations. Et je vais devoir faire une hypothèse sur quel est ce temps-là, comment je le représente mathématiquement, et le temps que je mesure à ma montre. Il va y avoir deux choses. Et bien sûr, l'expérience va me dire si les hypothèses que j'ai faites sur la représentation du temps sont des bonnes hypothèses. Et c'est ce que fait Newton. Il va créer cette architecture qui décrit les mouvements, qui décrit la gravitation, qui nous dit ce qu'est le temps. Et dans cette théorie, en effet, comme dans notre intuition, si nous synchronisons nos montres, si nous partons en voyage, que nous nous retrouvons, nos montres doivent rester synchronisées. Si nous faisons l'expérience et que les montres ne sont pas synchronisées, c'est que nos montres ne sont pas bonnes. Avec deux montres, d'ailleurs, on ne peut pas savoir laquelle des deux montres est une mauvaise montre. Donc se pose la question de comparer deux horloges. Et tant que c'est vrai, eh bien, nous vérifions la théorie de Newton. Et si jamais on voit un écart, on va d'abord mettre en doute la qualité des horloges. Mais si cet effet est systématique, quelles que soient les horloges que nous prenons, nous trouvons toujours le même phénomène, on va se dire peut-être que l'hypothèse de Newton sur ce qu'est le temps et les lois du mouvement qui en découlent ne sont pas correctes. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire de mesure si on n'a pas derrière une idée de ce que l'on cherche à mesurer, d'une théorie scientifique. On peut pas, la science, ce n'est pas simplement mesurer des choses, c'est mesurer des choses dans un cadre conceptuel qui permet de les comparer, qui permet de les mettre en relation. Et si on n'a pas finalement ces fils, qui sont en général transparents pour la plupart des gens, parce que ce sont des fils mathématiques, techniques, eh bien, on peut mesurer aussi précisément que l'on veut, eh bien, ça ne sert à rien. Et tu parlais de GPS, et il est vrai que dans le GPS, à l'intérieur du fonctionnement du GPS, il y a les théories les plus modernes de la physique que l'on connaît, qui est validée aujourd'hui en laboratoire. Donc, cet espace-temps de Newton va se fissurer, ça va se passer au début du XXe siècle, pas parce qu'on a fait l'expérience avec ces horloges que l'on peut comparer, mais parce que quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle Albert Einstein, était en train de réfléchir à la cohérence qu'il y avait entre la théorie de l'électromagnétisme, donc la théorie de la lumière qui nous venait de Maxwell, et puis le mouvement tel qu'il était décrit par Newton et Galilée. Il va trouver qu'il y a une incohérence mathématique entre les deux. Et il va creuser ça, donc vous voyez, il se passe vraiment dans le monde théorique, il n'a pas besoin d'expérience. Il va se rendre compte qu'on ne peut pas penser l'espace et le temps comme Newton. Ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent, ça ne fonctionne pas. Il va introduire une nouvelle conception du temps, et dans cette conception du temps, eh bien, les horloges ne vont pas toutes mesurer le même temps. Si nous synchronisons nos montres, si je me déplace, eh bien, ma montre va ralentir par rapport à toi. Cet effet, nous sommes capables de le mesurer en laboratoire, avec une façon très très précise, parce que comme tu as ces montres qui sont précises au milliardième, eh bien on va pouvoir aller chercher cet effet jusqu'au milliardième. 10 ans plus tard, il s'intéresse à la théorie de la gravitation de Newton, et là il réalise que si vous changez votre montre d'altitude, donc vous changez le champ de gravitation, elle ne va pas fonctionner de la même façon. Si vous êtes dans un champ de gravitation plus intense, la montre va ralentir. Vous l'avez vu dans la plupart des films de science-fiction, quand vous vous rapprochez du trou noir, eh bien, les gens vieillissent moins vite. C'est cet effet qu'on appelle l'effet Einstein qui est mis en scène. Et c'est aussi un effet qu'on est capable de mesurer en laboratoire avec les montres que vous avez dans vos laboratoires. Si je prends deux horloges identiques qui sont synchronisées, vous en prenez une et vous la descendez d'1 mètre, eh bien, elle va ralentir. Et cet effet, c'est exactement 1 seconde à peu près sur l'âge de l'univers. Et avec les montres les plus précises que vous êtes en train de développer, hein, tu me corriges si je me trompe, mais j'ai un peu espionné dans les caves de l'Observatoire de Paris. On te voit venir de temps en temps, Jean-Philippe. On a des montres, si on les déplace d'1 centimètre, vous demandez une montre d'1 centimètre, vous êtes capable de mesurer le décalage de temps à 1 centimètre d'altitude. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'avec ces montres extrêmement précises, on va pouvoir étudier la structure de l'espace-temps, on va apprendre beaucoup de choses sur la gravitation, mais c'est surtout un problème. Parce que si maintenant, pour synchroniser mes montres, il faut savoir où je suis positionné à 1 centimètre près et que je suis capable de connaître les mouvements relatifs de ces montres, on voit que l'information qu'il va falloir se donner est énorme. Et donc, comparer deux montres, c'est quelque chose de hautement non trivial. Et ce qui s'est développé donc, suite à ces idées théoriques, c'est de se dire, si on a ces montres très précises, une montre n'est pas suffisante. Faisons des réseaux de montres un petit peu partout, comparant ces montres, et
à partir de ça, on va pouvoir mesurer la gravitation. En particulier, on peut apprendre des choses sur notre planète. Si, par exemple, vous avez la fonte des océans, eh bien, la masse d'eau qui est au pôle se répartit sur la planète. Ça change le champ de gravitation. Vos horloges atomiques à l'Observatoire de Paris sont capables de voir ça. Donc, on est passé sur cette idée que ces horloges sont tellement précises qu'elles apprennent quelque chose sur notre environnement, au sens très, très large. Si vous avez, je sais pas, une astéroïde très, très massif qui passe proche de la Terre, on devrait être capable de la mesurer. Et donc on se dit, si on est capable d'apprendre énormément de choses, on aurait envie d'envoyer des horloges atomiques dans l'espace et de les comparer avec des horloges atomiques sur Terre. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de faisable? C'est pas si simple, Jean-Philippe, parce que ces horloges atomiques ultra précises, on a donné le concept là avec un petit dessin, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des dispositifs relativement compliqués. On a des atomes qu'on va ralentir avec des lasers pour faire des atomes froids. Très froid, hein, à peu près moins 273 degrés. Bon, mais c'est froid dans l'univers. Dans l'univers, c'est froid, mais il va falloir les isoler très proprement dans une petite boîte, dans le vide. Et tout ce dispositif, avec beaucoup d'électronique, tous les dispositifs modernes qu'on a autour de nous, il va falloir envoyer ça dans l'espace. Mais on va le faire. On va le faire pour challenger ces théories. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une horloge atomique dans l'espace, on va la mettre dans la Station spatiale internationale, ça devrait voler à peu près l'année prochaine, 2020. C'était 20 ans d'expérience qu'ont fait mes collègues, surtout à l'Observatoire de Paris, pour tester cette fameuse changement, cet effet Einstein entre l'horloge qui est dans la Station spatiale internationale et les horloges à l'Observatoire de Paris. Donc ça, cette expérience va nous permettre de faire une mesure très précise de ce qu'on attend. Est-ce que cet effet Einstein est vrai ? Est-ce qu'il est universel ou est-ce qu'on pourrait voir des petits défauts? Et qu'est-ce qui se passerait si on a des petits défauts? Et donc on espère avoir des petits défauts par rapport aux prédictions, parce que finalement, quand on arrive à aller à ces précisions-là, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait apprendre des choses sur notre environnement, mais on va surtout être capable de tester la théorie de la relativité générale d'Einstein. On va se poser la question de savoir, est-ce qu'elle est suffisante à cette précision-là pour décrire la gravitation dans notre système solaire? Et ça, c'est une question importante. Sur Terre, on n'a aucune raison de douter de la théorie de la relativité générale. Les expériences de détection d'ondes gravitationnelles l'ont encore confirmé depuis plus de 2 ans maintenant, régulièrement. Mais pour autant, quand on regarde la description de l'univers, la cosmologie, eh bien, on voit qu'il y a un petit hiatus. On a besoin d'un nouveau type de matière qu'on appelle la matière noire. On doit comprendre l'accélération de l'expansion cosmique. Et en fait, on invoque de nouveaux types de matière. Et peut-être que ces petits hiatus cosmologiques seraient la preuve d'une petite faille dans la théorie d'Einstein. Et en fait, avec ces horloges, eh bien, sur Terre et dans l'environnement proche, hein, parce que la station internationale est à 400 km d'altitude, donc c'est vraiment la banlieue terrestre, peut-être que quand on va à cette précision, on est capable, parce qu'on prend 1 seconde sur l'âge de l'univers, donc finalement un temps qui n'est pas si négligeable sur le temps cosmologique, on est capable peut-être de trouver un petit problème qui nous aiguillerait dans comment aller au-delà de la théorie de la gravitation d'Einstein. Alors pour l'instant, il n'y a aucune expérience qui montre que cela soit nécessaire, mais pour autant, c'est aussi ça le rôle de la science, c'est pas simplement vérifier que les choses marchent, c'est toujours quand vous êtes capable d'améliorer la précision, d'aller questionner vos théories, toujours plus loin, les remettre en cause. Puisque ces théories, elles ne vous disent pas quelle est la vérité sur l'espace, sur le temps, sur la matière. Elles vous en donnent des descriptions qui sont de bonnes descriptions, ça veut dire des descriptions temporaires, qui vont s'améliorer, qui vont s'affiner. Et en fait, on n'est jamais sûr que nous avons l'explication finale. Je crois d'ailleurs qu'on est même sûr du contraire. En général, nous savons que, et c'est ça ce qui est beau dans la science, c'est que nos descriptions sont toujours trop simplistes par rapport à la nature. Et dans cet échange qu'on peut avoir entre l'expérience et la théorie, eh bien, c'est comme une sorte de ping-pong, parce que la théorie vous demande de raffiner vos expériences, et les expériences, quand vous êtes capable de mesurer précisément, nous demandent d'améliorer nos théories. Donc c'est pour ça que ce dialogue entre théorie et expérience est quelque chose de très riche, et qu'il est l'un des moteurs du développement de la science. Tout ça pour 1 seconde sur l'âge de l'univers. Alors regarde, il y en a 0 seconde sur l'âge de l'univers. Nous allons nous désintégrer. Messieurs, merci. Merci infiniment, vous pouvez les applaudir.